Bon, ça va? Oh, crie pas comme ça là, en arrivant. Je parle normalement. Ça cogne là. T'as pu écrire l'épisode hier quand même? Alors, je l'avais écrit, mais je l'ai oublié dans... Tu sais, la soirée Cuba, il y avait une soirée Cuba. Ah, la microbrasserie là, ouais. Oui. Je l'ai oublié, sur la table sans doute. Mais on fait quoi du coup? Bah écoute, on improvise hein, quand on est talentueux, on peut se reposer sur son talent et partir sur l'impro. C'est vrai qu'on a pas mal fait ça. On est très talentueux, heureusement. Oui. On part sur quoi du coup? Si, je pensais dans le taxi à l'évasion de Carlos Ghosn, voilà, l'ancien patron de Renault-Nissan qui fuit la persécution par les Japonais. Ça, c'était la grosse actu de la semaine dernière. C'est pas plutôt la grève, la grosse actu de la semaine dernière? Et bah va dire ça à Salamé ou à tous les autres trous-ducs qui font des allers-retours Paris-Beyrouth là depuis le 8 janvier pour qu'on ait les éléments de langage de l'autre millionnaire. C'est bon, je suis réveillé. Bon, pour ceux qui suivent pas les affaires, jusque-là, Carlos Ghosn, c'était surtout une superbe bourde de Nadine Morano qu'on va se repasser pour le plaisir. J'aime pas. Renault, tous coupables, sauf Carlos Ghosn. J'aime Renaud sur certaines chansons, mais pas tous. Celle-là, je l'ai pas entendue, donc je peux pas vous dire si je l'aime ou pas. Tous coupables, sauf Carlos Ghosn, c'est pas une chanson de Renault. C'est quoi? C'est Renault qui règle ses comptes sur l'affaire d'espionnage. Une bourde de gourmet, une bourde 3 étoiles au guide Michelin de la connerie. Ouais, une bourde qui a quand même permis à la ferme Jérôme de faire une de ses meilleures vannes, hein, et une de ses plus sous-cotées aussi. Tous coupables sauf Carlos Ghosn. Tous coupables. Ça, c'était Carlos Ghosn en 2011. Entre-temps, il s'est distingué par son utilisation très personnelle des fonds de Renault-Nissan, par sa fête formidable là à Versailles, et depuis, il fait rêver les enfants du monde entier grâce à son évasion spectaculaire. Enfin, il fait rêver les enfants de droite surtout. Je pense, ouais. Mais soyons honnêtes, ça a surtout fait rêver les journalistes, et particulièrement ceux que j'appelle les journalistes de cours. Votre évasion fascine absolument le monde entier. Pour beaucoup d'enfants, vous êtes l'homme qui a voyagé dans la malle. Ouais. Vous avez vraiment voyagé dans la malle ? En vrai, cette évasion, ça doit être un bordel à gérer pour le Quai d'Orsay. Ça va compliquer nos relations avec le Japon, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le récit burlesque de cette extraordinaire cavale de riches. Les journalistes sont en effet captivés par cette histoire d'Arsène Lupin et s'imaginent que ça va captiver tout le monde. La malle, pas la malle. Allez, un petit indice. Tout le monde rêve de savoir ça. Alors que je suis pas sûr que ce soit le cas. Moi personnellement, voir des richoux échapper à la justice et venir déballer leur plan comme béton devant des journalistes BA, et particulièrement des journalistes du service public, je suis désolé, mais moi ça me... Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison. La malle, pas la malle. Et je pense pas qu'on soit les seuls à avoir ce sentiment. J'ai même l'audace de penser que, vu le contexte, on est un certain nombre à avoir trouvé cet épisode médiatique particulièrement indécent. Et encore, il y a cet épisode, mais on n'a pas parlé de Fillon. Oh putain, Fillon qui juste avant son procès, là, va se taper une émission politique à lui tout seul avec Salamé. Encore Salamé. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Et puis on apprend dans le Canard enchaîné que pendant ce temps-là, pour Monsieur Fillon, tout va bien. Monsieur a son petit cabinet de conseil, il fait du bénéf, là, dans la finance, je sais pas quoi, enfin les affaires tournent, quoi. Mais quand on voit ça, on comprend que les gens, ça les énerve, qu'ils aient des envies de violence, qu'ils aient envie de bricoler une guillotine avec des palettes, on comprend. Ouais, ce que veut dire Usul, c'est que quand on voit ce qui est reproché à Carlos Ghosn ou à François Fillon, on s'attend à ce qu'il y ait une forme de sanction sociale, à ce que leurs paroles soient discréditées durablement, et pas à ce qu'on leur lèche suavement le cul à une heure de grande écoute sur le service public. Quelle indignité. C'est avec des séquences médiatiques comme ça, complètement déconnectées de l'opinion publique, qu'on peut expliquer la très mauvaise opinion qu'ont les Français de leurs journalistes. Un sondage Harris Interactive, publié le 13 janvier, nous apprenait, bon, sans que ça nous étonne, que 3/4 des sondés avaient une mauvaise opinion de Carlos Ghosn malgré son budget communication. Seuls 37% des interrogés concèdent avoir admiré l'évasion du grand patron, une évasion qui n'a amusé que 48% des sondés. Alors quand la justice est à la peine, que les journalistes tapent à côté, et qu'en plus pour ces salauds les affaires vont bien, il nous reste quoi, nous? Eh ben, il reste le rire un peu méchant. Voilà. Ces gens-là deviennent des objets de moquerie. C'est une forme de sanction sociale. Et évidemment, on essaie de faire vivre ça ici aussi. Et puis, c'est ce que vous faites vous aussi sur les réseaux sociaux. Facebook et Twitter, c'est des endroits bien plus violents que les médias dominants. Plus rigolos aussi et plus en phase avec l'opinion publique. Quand une majorité des Français soutenait la grève, mais qu'on voyait l'agressivité des journalistes face à Martinez ou n'importe quel syndicaliste, on avait là un bon exemple de déconnexion. Il y a une semaine, vous disiez « je ne vois pas comment on n'irait pas ». Il y a 2 jours, vous disiez « on est en train d'y réfléchir, à y aller ». Alors, avez-vous pris votre décision, Philippe Martinez? Serez-vous à la table des négociations ou de la concertation tout à l'heure? Et si oui, dans quel état d'esprit? Et vous y allez
Dans quel état d'esprit, je vous repose la question? Trouver des compromis, avancer, le sujet, ou refuser? Il y a deux sujets. Le Premier ministre se dit prêt à organiser une conférence comme le demande Laurent Berger de la CFDT. Est-ce que vous en serez? Par exemple. D'accord, mais est-ce que la CGT sera, s'il y a une conférence organisée sur le financement des retraites, est-ce que la CGT sera là? Évidemment, on va pas refuser. Mais si c'est pour nous demander... vous y serez. Si c'est pour Vous nous y demander... seriez. Pardon, mais on va pas refaire, parce que j'ai l'impression parfois qu'on est sur les mêmes questions et vous faites les mêmes réponses. On a l'impression qu'on a un disque rayé depuis un mois. Pour être raccord avec l'opinion publique, qui à ce moment-là soutenait largement la grève, il aurait fallu être beaucoup plus sympa, beaucoup plus mielleux avec le Martinez. Du coup, nous, pour essayer d'équilibrer, on a fait ça. Donc on a Denis et Noé qui sont à la SNCF. Vous avez fait la grève dans les transports la plus longue. Vous êtes à l'avant-garde du mouvement qui renversera peut-être Emmanuel Macron, on sait pas. Vous êtes fiers? Ah bah oui, ça pourrait être fier, on est fiers. Pour beaucoup d'enfants, vous êtes les leaders du mouvement social. Est-ce que ça vous plaît de faire rêver les enfants comme ça quand vous faites grève, sur le piquet de grève? Si on peut donner l'envie aux enfants de faire grève à leur tour, évidemment. Et ils se posent tous la question, tous les enfants là, qui ont des rêves dans les yeux. Alors, la grève générale, pas la grève générale? Vous pouvez me le dire? La grève générale, évidemment. La grève générale? Évidemment. Ah mais en fait, ce qu'on fait ici, c'est du rire militant. Et le rire militant, c'est pas bien. C'est Frédéric Beigbeder qui l'a dit. C'est un flingueur pour le Parisien, même son de cloche pour le Figaro Magazine, qui à sa une nous explique que Beigbeder flingue à tout va. C'est cible, une société qui aime rire et ricaner de tout, et la radio, France Inter. Ce qui me gêne, si vous voulez, c'est parfois l'excès d'engagement aussi, de militantisme de message. chez les humoristes. Vous dites de bien-pensance. C'est-à-dire que, pour moi, l'humour, ça doit être un accident, ça doit être une réaction à la vie. Pas de message, mon message n'est pas de message. Pas de message normal, rien à dire. L'art, c'est propre, mais la politique, c'est bas, c'est sale, c'est vil. Or, un art, un vrai, ne devrait jamais être instrumentalisé par le politique. C'est dégueulasse. Pour vous resituer, il y a quelques mois, Beigbeder a raté sa chronique matinale. Il l'avait oublié dans un club, soi-disant. Bon, soirée difficile, monsieur était bourré, on sait pas trop. Il avait pas fait ses devoirs. Fatalement, le matin, ça s'est vu, il avait rien préparé. Tout de suite, sans pression aucune. De toute façon, il est crevé. Il est crevé, il a rien fait. Le billet de Frédéric Beigbeder, l'humoriste le plus écouté de France, je crois. Oui. Alors, c'est aujourd'hui un peu particulier comme situation parce que j'avais vraiment écrit une chronique super brillante sur les gilets jaunes. C'est très intéressant, mais je l'ai perdu. Bon il s'est fait virer et il en a tiré un bouquin plein de sommes, sans doute très drôle, on sait pas, on n'a pas eu le temps de le lire, mais dans lequel il déglingue France Inter et surtout l'humour inter. Il va jusqu'à parler de dictature de l'humour, ses cibles principales c'est bien sûr la patronne, la Von Honecker, et puis le père Meurice et quelques autres chroniqueurs. Qu'est-ce qui te tracasse, Gégé? T'as des casseroles à nous avouer? Non, la plainte pour viol. Non-lieu? L'abus de faiblesse. Classé sans suite? Donc c'est bon, fonce mon gars. On est avec toi, et pour tous ces petits conseils, on va pas être vache. Comme t'es encore au compte public, on te fait un rabais. Tu nous files 200 boules de la main à la main. Ça nous paye le resto, on est quitte. Vous dites qu'il n'y a rien de comique dans cette chronique? Non, mais c'est le mélange de voir un ministre du gouvernement, je suis peut-être un peu vieux jeu, de le voir face à des humoristes obligés de se justifier. C'est marrant parce que là, c'est ça qui est bien avec Beigbeder, c'est que là, il est honnête quand il dit « je suis un peu vieux jeu ». Ouais, ce qu'il dit en substance, c'est qu'il a un tel respect pour le pouvoir que de voir ce pouvoir soumis à la moquerie de deux trublions, ça l'emmerde. Bah oui, Darmanin est quand même ministre, voilà, c'est dangereux si on respecte plus l'autorité, le pouvoir. On peut pas discuter avec des clowns, on peut pas tellement débattre quand quelqu'un est un satiriste qui a déjà un texte. On n'est pas à armes égales, et puis lui, il est ministre, il peut pas... il n'a pas envie de rentrer dans ce truc-là. Bah oui, mais c'est ça l'intérêt en fait, parce que sinon ils sont inquiétés quand ces gens-là? Devant un tribunal, ils ont les moyens d'avoir des avocats super chers qu'on pourrait jamais se payer. Et puis comme dans le cas de Carlos Ghosn, si ça tourne mal, ils peuvent se payer une évasion à plusieurs millions d'euros. Et puis quand ils arrivent devant Salamé, finalement ça se passe bien, parce que, comme le disait La Fontaine, selon que vous soyez puissant ou misérable, Léa Salamé va pas vous parler pareil. Donc y a que dans ces petits moments d'impertinence, d'asticotage, que les puissants chient vraiment. D'ailleurs, faut voir les audiences de France Inter, le ton marche très bien en fait. Alors c'est pas la dictature du rire non plus, faut pas exagérer, c'est quelques espaces, quotidiens, mais c'est pas bien méchant. Bon, France Inter peuvent être un peu plus mordants, et puis oui, bon d'accord, sur Twitter ça tire à balles réelles. Non, parce que les lieux de complaisance, ils sont quand même beaucoup plus nombreux, on pense aux interviews de Léa Salamé, d'Anne-Elisabeth Lemoine, de Sonia Mabrouk, Pujadas, de Laous.
Les espaces d'impertinence face au pouvoir, ils sont quand même beaucoup plus rares. D'ailleurs, tiens, ils sont où les guignols? Ça, c'était un espace intéressant pour se foutre de la gueule des puissants, parler de leurs affaires, critiquer le capitalisme, que ce soit celui de la World Company ou de Jean-Marie Messier, regarder l'année des guignols, enchaîner les best-of et chercher ce qui se fait d'aussi piquant aujourd'hui à la télé. Y a rien qui soit au niveau. Pourtant, les gens ont besoin de ça, c'est comme une soupape. D'ailleurs, les audiences de France Inter sont excellentes. Alors, c'est peut-être la dictature, je sais pas quoi, politiquement correcte, se moquer du pouvoir, bobo, machin, mais en vrai, les gens, ils aiment bien qu'on se moque du pouvoir. La satire a de beaux jours devant elle dans ce pays. Mais de là à parler de dictature du rire comme le fait BD, faut peut-être pas exagérer quoi. Tiens, un exemple. Je sais pas si vous vous souvenez, mais avant, à la fin de l'émission politique, il y avait Charline Vanhoenacker qui débarquait sur le plateau et qui essayait d'en mettre plein la gueule à l'invité pendant 4 minutes. Vous êtes tout nouveau, vous me faites penser à ce baril de lessive, nouvelle formule, et puis quand on l'ouvre, il y a Jacques Attali à l'intérieur. Hein, c'est... Bah figurez-vous qu'elle a été dégagée du programme. Et ouais, comme si les gens avaient plus envie d'entendre l'avis de Nathalie Saint-Cric que d'avoir ce petit moment de gêne là, de malaise à la fin de l'émission. Donc elle est plus là, Charline a imposé sa dictature bobo bien pensante de la dérision obligatoire. Elle était pas là avec Carlos Ghosn non plus, et elle sera pas là à la fin du mois quand Fillon reviendra se pavaner sur France 2. Alors je sais pas si le public sera soulagé, mais en tout cas des gens comme Bec BD, Carlos Ghosn ou François Fillon pourront dormir sur leurs deux oreilles. Quant à savoir si les téléspectateurs s'y retrouvent, ou si au contraire ils ont l'impression de voir un jeu médiatique de plus en plus coupé de leur manière de voir le monde, de leurs préoccupations. Oui si, c'est ça en fait, ouais, c'est ça. Ouais. À lundi prochain. Ça s'est peut-être un peu vu là qu'on veut une chronique sur France Inter. Ouais, peut-être un peu trop. En plus, Mediapart pourrait mal le prendre et on pourrait se faire virer. Bah à ce moment-là, on fait un bouquin. Oui, Mediapart, vu de l'intérieur, en fait, c'est la dictature des révélations des affaires. Est-ce que c'est bon pour la démocratie? On fait des communiqués de presse. Voilà. Et là, Anne-Elisabeth Lemoine, elle va nous inviter et elle va nous dire « Oh, c'est génial, vous dites tous que les puissants pensent tout haut. » Et puis voilà. Ouais, bien vu. Et je pensais à tout.